touché, je ressens un immense privilège de démarrer ce congrès important. Dans la salle compte, il y a eu des refus de gens qui désiraient s'inscrire, donc ça prouve qu'il y a un mouvement de fond inarrêtable dans la quête d'une recherche, d'une réflexion sur les phénomènes vitaux, sur la santé, sur la bioénergétique. Tout le monde, vous tous, vous posez des questions certainement, pas que moi d'ailleurs. Et donc on est là pour essayer de trouver quelques réponses, en attendant que dans les années très proches, nous ayons des chercheurs fondamentaux qui puissent bien expliquer tous ces phénomènes-là. Vous savez, il y a 25 ans, avec mes amis médecins, dans notre région de Figeac, on nous reporte, on se moquait un peu de Rocazar. Vous vous rappelez de l'histoire de Rocazar? C'était il y a 28 ans. Manger des betteraves rouges, des carottes râpées, faites des bains de siège. Et il y avait quand même un accueil narquois. Et peu de temps après, en 2-3 ans, des explications biologiques, les chercheurs fondamentalistes ont mis à l'évidence les radicaux libres, les molécules antioxydantes, et donc finalement, cette approche un peu narquoise a été vite balayée, et aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux nutriments essentiels, à la nutrition cellulaire, et vous tous, vous le savez tout ça, bien sûr. Donc voilà, donc je vous disais qu'il y a donc 25 ans environ, c'était le balbutiement de la nutrithérapie, c'est pas vieux. Et donc là, on est vraiment dans l'immédiateté de recherche et de découvertes qui vont nous préciser tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous appréhendez déjà, mais pour lesquels sujets, il n'y a pas obligatoirement de réponse très claire, puisqu'on va, au long de ce congrès, essayer d'aborder des hypothèses, des réflexions et des thèmes particuliers. Je suis persuadé que chaque conférencier va pouvoir apporter une petite pierre ou une grande pierre à cet édifice de réflexion. Alors j'ai décidé donc de vous présenter mes interrogations à propos de la biologie cellulaire qui est mon domaine de prédilection, et voilà, vous proposer une petite promenade de réflexion et de questionnement en particulier. Alors déjà, au mois d'avril, la plupart d'entre vous ont certainement découvert dans votre librairie ce fameux numéro de Science et Vie qui pose le problème de la vie. Et apparemment, c'est presque une affirmation, la vie serait quantique. La vie, c'est des thèmes développés dans ces articles qui sont très scientifiques, parlent de la réaction enzymatique justement, parlent de l'ADN, parlent de la photosynthèse, et donc d'intervention énergétique, vibratoire, électromagnétique dans ces phénomènes de la vie. Mais il ne parle pas de santé, il ne parle pas de mécanisme de traitement de pathologie. Pour illustrer un peu ce que je veux vous dire, on ne va pas s'attarder sur ce schéma, c'est la magie du système immunitaire qui, sans lui, ne sommes pas là, et nous permet donc de survivre. Notre système immunitaire est vraiment magique.
Et ici, c'est un petit aperçu de la polarisation des lymphocytes naïfs par la cellule présentatrice d'antigènes, c'est-à-dire le macrophage. Et la spécialisation des lymphocytes qui vient derrière nécessite des dizaines, des centaines de cytokines, d'interleukines, d'interférences extraordinaires, moléculaires. On est toujours dans les molécules, les chercheurs sont toujours en train d'identifier des mécanismes biochimiques particuliers. Voilà, photo du même phénomène. J'accélère un peu. Tout ça pour illustrer toutes ces centaines de cytokines qui interviennent. Mais on peut se poser aussi un peu, réfléchir à des chiffres. Les chiffres ne mentent pas, les chiffres sont têtus, comme on dit. Et donc notre organisme est une usine à fabriquer des cellules, une usine à fabriquer des molécules, des protéines, et d'autres types de molécules, en particulier pour le système immunitaire, des quantités astronomiques de cellules. Petite réflexion, cellule de nos cellules, nous avons environ 20 000 milliards contiennent l'ADN, vous le savez tous. Si on débobine cet ADN, il aurait une longueur environ de 2,50 m, ce qui fait que si on multiplie par 20 000 milliards de cellules, ça nous fait un chiffre encore une fois astronomique qui correspondrait à 6 fois le diamètre du système solaire. Donc vous avez tous en vous 6 fois le diamètre du système solaire d'ADN que vous avez synthétisé un jour, il y a quelques jours, ou un peu plus longtemps, tout dépend de la vie de certaines de vos cellules. Au niveau de notre intestin grêle, qui est très important, on a aujourd'hui des notions fondamentales sur des phénomènes qui sont d'intoxication de l'organisme par les mauvais échanges au niveau intestinal. Donc si on pouvait mettre à plat nos vidéosités intestinales, ça ferait à peu près 18 mètres carrés, donc de cellules. Catherine Cousmin a déjà parlé de ces fameuses cellules, avec 5 couches de cellules, entre l'intérieur de l'intestin et nos tissus sous-jacents, de la finesse du besoin de la qualité de cette fine couche de cellules et de membranes cellulaires, d'où l'intérêt de l'acide carbonique saturé, etc., vous le savez tous. Donc si on met à plat cet intestin grêle, 18 mètres carrés, or ces cellules se renouvellent très rapidement. Tous les 3 jours, on refait notre épithélium du grêle. Ce qui veut dire qu'en un jour, on refait 6 mètres carrés. 6 mètres carrés de cellules sur notre intestin grêle correspond, vous voyez, à 50 millions de kilomètres d'ADN. Ça, c'est sûr. Chaque jour, rien que dans notre intestin, nous fabriquons 50 millions de kilomètres d'ADN. Donc, tous ces génies, ces mécanismes du génie biologique, si vous voulez, on doit en être conscient pour essayer un petit peu de concevoir ce que peut être la vie. C'est pas simplement des petits désordres qu'on va pouvoir neutraliser par quelques petites molécules. C'est une aide permanente au bon fonctionnement de ces processus que nous devons essayer de conseiller à nos proches, à nos patients, etc. Et puis, toujours pour rester dans le système immunitaire, on sait que lorsqu'il y a une agression, nous sommes capables de multiplier à une vitesse extraordinaire la synthèse des lymphocytes et toujours en fabriquant des milliards et des milliards de molécules. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que finalement, nos cellules, elles sont des unités indépendantes, bien qu'elles soient liées, qu'elles vivent en communauté dans des tissus, mais elles sont toutes cloisonnées par les phospholipides membranaires, mais avec des quantités de portes, de fenêtres qui permettent l'introduction de molécules, l'activation des processus. Encore une fois, il y a toute une série de mécanismes que vous appréhendez, que vous connaissez, mais qu'il faut toujours respecter. Et ce n'est pas évident, il y a aussi, c'est pas évident de les respecter, il y a aussi donc des échanges qui sont tributaires, et ça on le sait depuis déjà assez longtemps, tributaires de gradients électriques qui permettent à cette portée, à ces fenêtres de s'ouvrir exactement comme dans une salle. Il y a donc des fermetures qui doivent s'ouvrir dans certaines circonstances. Par exemple, toujours pour le système immunitaire, donc, lorsqu'on a le contact entre la CPA, la cellule présentatrice d'antigène, et le lymphocyte naïf qui vient prendre son message, il y a tous ces échanges, on appelle ça les voies de signalisation. Tout ça, c'est de la recherche fondamentale de biochimie moléculaire. On est toujours dans la biochimie moléculaire, mais on peut se poser des questions, parce que vous voyez, c'est une cascade extraordinaire qui
qui s'enclenchent chaque fois dans des milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards de cellules. C'est assez extraordinaire. Il faut toujours rester ébahi, enfin moi en tout cas, je reste toujours contemplatif et émerveillé par ces phénomènes. Donc on a fait quand même beaucoup de progrès au niveau de la recherche de la biologie fondamentale en matière de biochimie. Et pour revenir à notre quotidien, ceux qui pratiquent la nutrithérapie, nous savons que pour que toutes ces réactions se réalisent, il est indispensable de consommer les molécules de la vie, c'est-à-dire des molécules qui vont permettre toutes ces réactions biochimiques. Et les molécules de la vie, ce sont en fait des molécules que nous ne pouvons pas synthétiser, alors que nous sommes capables de synthétiser d'énormes quantités de molécules différentes, propres à nous. Il y a des molécules tout simples que nous devons consommer. Et ce sont celles-ci, vous les avez donc autour d'une cellule. Ce sont des toutes petites molécules qu'il nous faut trouver dans notre ration alimentaire. Et parmi eux, bien sûr, les oligo-éléments dont je vais vous parler un petit peu plus. Il y a aussi ce petit schéma qui est très ancien, qu'on voit dans les livres terminal, au lycée, donc je veux dire, ce n'est pas du tout de la science fondamentale. Mais ce qui est intéressant de remarquer sur ce schéma, c'est que c'est le prix Nobel des trois pasteuriens, Jacob et Monod, il y a des montants dans les années 60, je crois. Eh bien, c'est la synthèse des protéines, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une information qui arrive à l'ADN pour déclencher l'activation du gène concerné, qui lui-même va être photocopié, transféré dans le cytoplasme, et à travers les ARN ribosomiaux, etc., va permettre la synthèse de la protéine. C'est très simple, c'est prix Nobel, c'est magnifique, mais encore faut-il que la cellule puisse assumer toutes ses fonctions, tout cet enchaînement de fonctions. Et encore faut-il que la cellule puisse recevoir les informations qui déclenchent le processus de copie du gène bien précis concerné par le besoin présent de l'organisme. Et ces phénomènes se font grâce aux oligo-éléments par ce qu'on appelle la catalyse enzymatique. La catalyse enzymatique, c'est tout simplement la possibilité chimique de transformer des molécules, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient intermédiaires. Ce sont des molécules que nous avons mangées, qui vont servir de substrat et qui vont être transformées pour être réutilisées sous une autre manière. Et tout peut se faire par une chimie intracellulaire qui est liée à la catalyse enzymatique, c'est-à-dire à une réaction chimique particulière déclenchée et animée par un oligo-élément qui va venir donc être le catalyseur de cette réaction qui ne pourra en aucun cas se faire dans le plus bas effet. Et puis, pour obtenir des substrats, c'est-à-dire des substrats désirés, c'est-à-dire la synthèse de l'insuline, la synthèse d'hormones, etc., il faut passer par plusieurs étapes intermédiaires, ce qui m'a toujours fait dire qu'on ne peut pas travailler avec un seul oligo-élément de manière isolée, mais qu'il faut apporter à l'organisme, surtout s'il est avancé, des cocktails d'oligo-éléments qui permettent donc de résoudre le problème de toutes ces cascades enzymatiques qui nécessitent un ou plusieurs catalyseurs. Ces catalyseurs ne sont pas tous les métaux du tableau de Mendeleïev, ce sont essentiellement des métaux de transition et quelques autres qui sont capables d'échanger des électrons avec le site actif enzymatique. Alors on m'a souvent dit, mais les oligo-éléments, il en faut tellement peu, il n'y a jamais de carence. Souvent, j'entends ce message, surtout l'universitaire, c'est vrai qu'il en faut très peu pour assumer un bon fonctionnement, seulement il n'y a pas qu'une notion quantitative. La notion quantitative devient de plus en plus d'actualité, car aujourd'hui on ne mange plus comme autrefois, et nous avons donc des apports nutritionnels en minéraux appauvris. Toutes les cultures intensives, toutes les méthodes agroalimentaires et industrielles ne favorisent pas la consommation d'aliments rustiques avec leurs minéraux qui accompagnent donc ces matières premières. Donc l'apport quantitatif est important, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, en particulier la malabsorption. Il y a des quantités de gens qui souffrent de problèmes digestifs, avec des inflammations résiduelles ou latentes, avec des problèmes de capacité enzymatiques ou d'absorption en tout cas perturbée. Donc on peut très bien imaginer qu'on n'absorbe pas. Et il ne faut jamais se dire, pourtant j'ai donné, j'ai conseillé de manger ceci, j'ai conseillé tel ou tel produit et ça ne marche pas. Il faut d'abord voir si le produit qui a été mis dans la bouche a été absorbé et se retrouve dans les tissus. Et ce n'est pas du tout évident.
il y a un certain pourcentage de cas où tout ce que l'on met dans la bouche ne se retrouve pas obligatoirement dans nos tissus, et il faut y penser. C'est la première réflexion que tout thérapeute doit se faire. Est-ce que les produits ont été bien absorbés? Ensuite, il y a des problèmes d'absorption plus spécifiques au niveau des compétitions entre minéraux, au niveau d'une porte d'entrée. Par exemple, le zinc et le cuivre rentrent par la même porte. On peut très bien concevoir que s'il y a trop de cuivre, le zinc a mal pénétré parce qu'il y a une compétition. Ensuite, il y a des problèmes d'antagonisme avec des métaux lourds. Il y a des problèmes de pollution, qui tournent un petit peu de l'autre côté, qui peuvent aussi bloquer les portes ou les détériorer, donc elles ne s'ouvrent plus. Il peut y avoir des problèmes de chélation. La chélation, c'est le piégeage des minéraux par des molécules insidieuses. Par exemple, vous avez les détergents qui sont des chélateurs importants. Si la vaisselle est mal rincée, chez vous ou dans un restaurant, si les verres sont mal rincés, si vous avez une petite pellicule de détergent, il y a des chances que certains minéraux vont être chélatés, piégés, ils ne seront pas libérés dans le flux digestif, mais seront évacués normalement avec leurs molécules qui les piègent. Ensuite, il y a des circonstances qu'on a déjà dessus, comme convalescence, croissance. Et puis surtout, à la fin, en bas, il y a une notion, c'est la fuite exagérée, due à un diagnostic particulier. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais ça fait partie des moments où le thérapeute doit être un véritable inspecteur de police pour essayer de comprendre pourquoi ce patient-là a-t-il une baisse de vitalité, a-t-il un problème de fonctionnement biologique. Est-ce que les minéraux que je lui donne sont-ils pas évacués prématurément par un excès d'acidité, pour neutraliser un excès d'acidité. On est toujours dans la nutrition, donc je pense là, les minéraux, on va en parler maintenant. Donc je reviens maintenant à des questions et des interrogations de nature plus énergétique qui sont intimement liées à mon avis et qui nous concernent plus particulièrement aujourd'hui. Voilà, la catalyse enzymatique est en fait une réaction énergétique, on peut l'appeler comme ça, et elle est schématisée sur ce diagramme où l'on montre que pour qu'un élément, ça c'est des chercheurs belges qui l'ont mis en évidence il y a déjà un certain temps, plus de 20 ans, pour qu'un oligo-élément puisse être un catalyseur, il faut qu'il soit en état de haute énergie, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'au niveau des couches 3D, alors c'était le raisonnement de l'époque, aujourd'hui en biophysique, peut-être qu'on aura besoin d'en discuter, les raisonnements ont changer, mais toujours est-il qu'il y a un état d'énergie dit de haute énergie, qui permet à un oligo-élément qui a reçu de la lumière, donc d'être en état de pouvoir libérer de l'énergie pour déclencher la réaction enzymatique. Donc déjà, on n'est plus dans la molécule, on est dans l'échange pas d'informations, l'échange d'énergie, d'un certain quantum d'énergie, sinon la réaction enzymatique n'aurait pas lieu. Alors c'est ainsi que, sur le plan pratique, on a tous intérêt, et nos patients encore plus, à consommer des fruits cueillis sur l'arbre. C'est pas facile, on n'a pas tous des vergers ni des jardins à notre disposition dans le monde moderne, mais si vous voulez apporter des oligo-éléments en état de haute énergie, il faut qu'ils soient présents dans des aliments baignés de soleil, baignés de lumière, baignés d'énergie, et là vous êtes à peu près certain d'avoir votre dose de bons oligo-éléments. Je crois que c'est Paul, dans son fameux livre sur l'énergie de la lumière, qui disait qu'il fallait manger donc de la lumière, il fallait manger des aliments vivants, si possible fruits et légumes bien sûr, qui contiennent des minéraux et un état de haute énergie. Ce qui est important aussi pour les oligo-éléments, c'est qu'ils soient sous forme dilués dans de l'eau, sous forme ionique, parce qu'à ce moment-là, ils sont capables d'avoir donc une couche ou deux ou trois en fonction de leur attractivité polaire, donc une couche de molécules d'eau tout autour, c'est ce qu'on appelle des formes ioniques. Et c'est beaucoup plus efficace, et en tout cas, elles sont beaucoup plus biodisponibles. Et c'est de cette manière-là qu'elles viennent se fixer sur les récepteurs, du site actif en particulier au niveau des enzymes. Alors, mes interrogations, il y en a beaucoup moins. Comment cet oligo-élément est-il guidé sur son enzyme, comment le facteur de transcription qui va permettre à la part au gène d'être activé,
va-t-il donc se fixer à l'endroit précis de cet énorme bloc de laine qui est l'ADN? Comment les cytokines, etc., peuvent-elles être attirées par d'autres mécanismes biologiques de défense? Comment elles viennent? Comment elles sont attirées sur le site du lieu de l'agression, etc., etc. On pourrait poser des questions toute la journée, etc. Donc, ces questions-là, elles dépassent un peu la chimie, la biochimie. Elles nous amènent déjà dans un monde de réflexion autre. Alors, on sait bien sûr que, on le sait parce qu'on l'a lu, parce qu'on l'a amené, et parce que ça existe, là, c'est pas discutable, que nous sommes donc un équilibre vital, parce qu'on le dit, un équilibre avec des ondes cosmiques et des ondes telluriques qui sont un parfait équilibre qui permettent la vie sur la planète Terre, et que ces circonstances-là créent des champs électriques, des champs magnétiques, etc. Et que nous sommes vraiment en lien avec ces fréquences-là. D'ailleurs, on a fait des expériences, on a mis des hommes dans des grottes pendant plusieurs semaines, on s'est rendu compte qu'ils perdaient beaucoup de leur capacité, ils savent plutôt après chiffrer le temps qu'ils sont restés, ils ont même faibli au point de vue physiologique, etc. Vous l'avez vu, tout ça. Donc, on sait très bien qu'il faut qu'on soit quand même s'il y a du béton partout, du goudron partout, il faut quand même pouvoir bénéficier de ces ondes telluriques et cosmiques. D'ailleurs, toutes ces fréquences vibratoires sont la source de raisonnement comme on est, la même chose, le mystère, qui n'est pas le mystère des animaux migrateurs, qui tous les ans retrouvent leur site à 3 000 à 4 000 km. Le père du fameux ministre bolchevique, Rocard, a fait un livre sur le magnétisme, on en a entendu parler, sur la magnétique, etc. Donc ça existe. Toujours des mystères à l'électromagnétisme. On n'a pas encore fait le tour de l'eau. Alors, je disais qu'il y a des circonstances que nous connaissons, que nous maîtrisons, que nous appréhendons scientifiquement, ça passe là bien. Ouais. Et il y a aussi, peut-être, on peut se poser la question, je vais vous dire effectivement, le tsunami, c'est l'actualité, on sait que les animaux fuient, donc ils ont un sixième sens, ils sentent devenir une fréquence, une vibration qui les fuir. Les humains ont sûrement perdu ce sixième sens, on les envoie probablement, mais il y a peut-être 10, 20 000, 30 000 ans, etc. etc. Bon, voilà. Donc, je vous disais que peut-être ce sixième sens, nous l'avons perdu, probablement. Il n'y a pas de raison que les animaux les conserver et que nous ne sachions pas l'utiliser. Il est là, peut-être certains savent mieux l'utiliser que d'autres, les thérapeutes, peut-être la médecine, en Afrique, en Amérique du Sud, ailleurs partout en France aussi, bien sûr, certains d'entre vous, probablement. Encore un sixième sens, je l'espère. Mais moi, je crois l'avoir perdu, bien que quelquefois. On a des prémonitions, on a des informations un peu mystérieuses qui nous arrivent et qui nous orientent dans telle ou telle direction. Alors, bien sûr, nos cellules, c'est des quantités de molécules, je vous dis longuement, mais pour communiquer ces molécules, comment vont-elles? C'est une de mes questions que je vous ai présentée il y a 3 diapos. C'est l'équivalent de cellules de la place de la Concorde le 14 juillet. C'est peut-être l'équivalent de l'entrée de notre congrès tout à l'heure. Il y a la foule, on ne retrouve pas ses amis, sauf que maintenant nous avons des téléphones cellulaires. Nous avons donc des moyens de se retrouver sur la place de la Concorde si nous avons envie de donner rendez-vous à un ami. Avant, il fallait vraiment préparer sa soirée et bien préciser où est-ce qu'on allait se retrouver. Et je crois que grâce au cellulaire, finalement, qui n'est pas une révolution, l'intérieur de nos cellules, bien nos molécules doivent pouvoir se parler comme nous avec nos téléphones portables, et ça depuis la nuit des temps. C'est ce qui me paraît relativement passionnant
tant que sujet de réflexion. Vous savez aussi qu'ici, si on n'était pas en train de m'écouter, on pourrait brancher des télés, ou des postes de radio, des récepteurs radio, certains pourraient écouter Radio Monte Carlo, d'autres pourraient écouter Europe numéro 1, moi je pourrais regarder TF1, etc. Parce que tout est là, toutes les fréquences sont là. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas les récepteurs adaptés pour ces fréquences-là, maintenant, à l'instant précis. Mais tout est là, donc partout il y a des fréquences. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir les réceptionner. À ce sujet, je voudrais vous poser une question. Vous êtes très nombreux, ça va être intéressant de faire ce test. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, au moins une fois, de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 6 mois, 1 an, peut-être au moins quelqu'un d'important pour vous, et il faudrait que je l'appelle, et puis tac, même si cette personne est à 500 km, à 1000 km, et puis le lendemain, le surlendemain, cette personne vous appelle. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Je voudrais voir une main se lever à qui ça n'est jamais arrivé. Une personne. Il y a d'autres exceptions, madame. Voilà. Alors, comment vous êtes quand même un certain échantillon. C'est une question que l'on peut se poser. Comment c'est possible? Comment est-il possible que je pense à Pierrette et que Pierrette m'appelle? Alors, on peut imaginer qu'à un moment donné, vous envoyez des fréquences à 1000 km, peut-être plus, simplement par cette réflexion-là, de penser à cette personne, et que ces petites fréquences vont traverser l'espace pour aller sur un récepteur, chez Pierrette par exemple. C'est assez extraordinaire, mais ça ne peut marcher que comme ça. Vous êtes 590 moins 1, et c'est la première, puisque j'ai posé la question déjà à peu près à 1 millier de personnes, donc c'est la première sur 1600 personnes qui n'a jamais eu l'occasion de se concentrer sur quelqu'un, parce que sinon ça marche. Alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, parce qu'il faut que la personne à qui vous pensez soit elle aussi en état de réception. C'est ça le problème, c'est pour ça que ça ne marche pas à tous les coups. Ça serait trop beau. On n'aurait plus besoin de téléphone, on n'aurait plus besoin de rien. Il faut que les deux soient en biorésonance, probablement, c'est un terme qu'on peut utiliser. On va voir d'autres mécanismes de ce type-là. Mais avant de parler des ELF, des extrêmes biofréquences, je voulais juste illustrer qu'on parle beaucoup en ce moment de la vitamine D, qui est vraiment une vitamine ubiquitaire, tout le monde en parle, elle résout des quantités de problèmes dans des domaines aussi variés que l'immunologie, la cardiologie, la rhumatologie, la cancérologie, etc., etc. La vitamine D est partout, vous le savez. Eh bien, cette vitamine D, en fait, nous la sécrétons, nous la synthétisons, plus exactement, grâce au rayonnement solaire. Alors moi, je suis Montpellier, je suis du coin, et je dois vous dire que quand j'étais enfant, il y a bien longtemps, ma mère, ma tante, quand on allait à la plage, on n'en allait jamais avant 5 heures de l'après-midi à la plage. Donc on savait qu'il fallait à la plage, c'est formidable la plage, si vous y allez, peut-être c'est pas la chance d'y aller entre aujourd'hui et demain, une petite heure. Il ne faut pas y aller à midi ou à 14 heures. Non. C'est 10 minutes qui me restent. Bon d'accord. Alors donc, je ne vais pas parler de ma grand-mère. Donc, les extrêmes biofréquencies. Les extrêmes biofréquencies, il y a énormément de recherches en ce moment qui sont donc mises en œuvre pour essayer d'identifier ces fréquences-là, c'est de la recherche fondamentale, et sur quels récepteurs ces fréquences très très basses viennent agir. Et on a des travaux récents qui montrent que viennent agir donc plusieurs types de protéines qui sont insérées dans le membre la plupart du temps. J'accélère. Alors, ces fréquences-là, on a plus qu'un peu d'évidence, vous chercherez, vous trouverez, c'est pas compliqué, sur Internet il y a tout, il s'agit de trouver. Alors la matière, bon, qu'est-ce qu'une molécule? Maintenant, qu'est-ce que la matière? Pourquoi est-elle composée? Eh bien, elle est composée de molécules, vous le savez, les molécules sont composées d'atomes, l'atome est composé de noyaux, neutrons, protons, etc. Vous savez très bien que les électrons, en tout cas les particules d'énergie qui sont autour des noyaux, sont intimement liées aux noyaux, il y a autant d'électrons que de protons. Et si on veut imaginer ce qu'est un atome, vous avez un noyau qui est équivalent de colonne de Foucault ici, et bien les électrons sont liés à ce noyau, ils peuvent être 40-50 km. Ils sont intimement liés avec du vide. Et l'électron qui est à 40-50 km, il n'est pas lié à un autre atome, il est lié à ce noyau-là. Ça, c'est une loi quantique qu'on ne peut pas modifier, qui est connue depuis longtemps. Et en réfléchissant, on peut
cellulaire, on peut imaginer que chacune de nos molécules, finalement, est un assemblage d'atomes, vous le savez, elle a sa formule propre sur le plan chimique, mais elle va avoir son empreinte propre sur le plan électromagnétique. Pourquoi? Parce que chaque noyau de tous les atomes constituant une molécule tourne sur lui-même à une vitesse extraordinaire, qui est environ 40 000 km en une seconde et demie. Et donc chaque noyau crée un champ électromagnétique qui, en étant réuni à d'autres noyaux environnants constitutifs de la même molécule, permet d'avoir une fréquence spécifique de la molécule. Ce qui induit que chaque molécule peut envoyer une fréquence vraiment spécifique à éventuellement un récepteur, si ce récepteur existe. Voilà. Donc une visualisation personnelle de ces mécanismes serait celle-ci. Vous avez vu tout à l'heure les voies de signalisation complexes avec des molécules multiples qui s'enchaînent les unes derrière les autres, mais lorsqu'il y a une molécule biologique fondamentale, comme les hormones, comme les cytokines, comme les neuromédiateurs, tout ce que vous pouvez imaginer, ces molécules indispensables ont besoin d'un récepteur pour fonctionner, et comme elles ont besoin d'un récepteur, ce récepteur il est synthétisé, donc la vie c'est faire les choses par la chimie, mais c'est mieux si elle utilise la physique pour accélérer les processus, pour initier les processus. C'est un peu de cette manière-là que je le vois, on pourra en parler en discussion. J'active, je suis désolé, mais on peut imaginer aussi qu'on peut envoyer une information par une autre voie, par d'autres moyens, que la molécule, que la cellule peut les synthétiser, et c'est là que peut-être des produits bioquantiques, énergétiques, etc. peuvent agir. J'accélère, je suis désolé. Bon, l'eau, c'est un support très important, bien sûr, parce qu'elle va permettre, par l'eau liée, chacune de nos molécules biologiques, cellulaires, intracellulaires, est capable, obligatoirement, est liée à de l'eau liée. C'est-à-dire, il y a une couche, deux couches, trois couches de molécules d'eau qui viennent se fixer par polarité. Donc toutes les molécules sont ou positives ou négatives, et que l'eau peut être positive tantôt, négative tantôt, on va avoir de l'eau liée. Et c'est très important cette notion d'eau liée, parce qu'elle peut nous introduire à une réflexion sur l'homéopathie. On a mis en évidence, c'est côté, oui, les recherches récentes, ça existe, aucun problème, il y a beaucoup de recherches. Et une piste d'explication de l'homéopathie serait justement que dans un processus traditionnel, donc, molécule de récepteur, vous avez la molécule qui vient sur son récepteur et qui envoie une petite information, elle-même électronique, elle-même biophysique, je ne sais plus comment on peut l'appeler, et déclenche un processus dans les voies de signalisation. Mais vous pouvez imaginer que vous avez fait une préparation, une dilution, haute dilution, succution. Et chaque fois que vous faites la succution, c'est fondamental la succution en homéopathie, vous pouvez garder des moules, ou générer des moules par la succution, et à ce moment-là, peut-être que le moule va pouvoir lui aussi agir sur le même récepteur. À ce moment-là, on n'a plus besoin de la molécule, on a besoin que des moules. On peut même imaginer que certaines fréquences vibratoires peuvent traverser la peau et on n'a pas besoin de prendre les produits par la bouche. On peut imaginer des anciens traiter beaucoup avec des feuilles de chou. Des feuilles de chou, vous avez sûrement vu que les anciens utilisaient ça régulièrement en posant des feuilles de chou sur le foie pour les gens qui avaient des petites crises hépatiques, etc., etc. On a beaucoup moqué on s'est beaucoup moqué de ces processus. Nous les cartésiennes actuels, mais les anciens s'en savaient régulièrement, comme ma mère ou ma tante qui ne m'envoyait pas à la plage à 5 heures de l'après-midi, les anciens savaient plein de choses. Et dans ces feuilles de chou, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a des molécules soufrées dans le chou, tout le monde le sait, que ces molécules vibrent, je viens de vous le dire rapidement, et que ces molécules vibrent à travers la peau, mais peuvent aller sur les cellules hépatiques pour agir sur un récepteur qui va détoxiner le foie. C'est tout bête et tout simple. Il y a des anciens qui traitaient aussi des rhumes ou des rhinites en coupant un oignon au milieu, le mettant sur la table de nuit, et toute la nuit avec des fréquences vibratoires de cette moitié d'oignon qui venait traiter les rhumes. Voilà. Il faudrait relire un petit peu dans les médecines anciennes, dans nos régions, pas très loin d'ici, partout, dans nos campagnes françaises et européennes, il y a des mécanismes qui utilisaient par observation tous ces phénomènes bioénergétiques curatifs. Alors, bon, rapidement, là aussi, je vais peut-être une explication, parce que je suis surpris, moi je suis un voyageur, je rencontre beaucoup d'écoles, d'homéopathie, etc. Et je me rends compte que ça tourne des résultats avec quelquefois des protocoles différents. Et on peut imaginer que, voilà le schéma, soit une école va donner du belladonna dans un certain grade, et il faut du belladonna,
mais peut-être qu'avec l'agonie, on a le même résultat. Si dans l'ensemble des molécules qu'on a utilisées à partir de la dendromère et qu'on a donc dynamisé, il y en a une en particulier qui a un récepteur sur la cellule défaillante. Il s'agit qu'on trouve la bonne molécule qui vibre sur le bon récepteur qui vibre. Voilà. Alors, 5 minutes, ça va vite, hein. Bon. Bon, la médecine quantique, je ne vous la définis pas, mais c'est probablement une façon de travailler qui va permettre d'équilibrer, de rééquilibrer des fréquences perturbées. On va en rester là. Alors, ça peut être cette approche bioénergétique endogène. Il y a des gens qui arrivent à s'auto-guérir par leur mental, par une dynamique mentale, par des croyances. Il y a des gens qui rêvent de faire l'expérience sportive et qui le font parce qu'ils en ont rêvé, justement. Ah, j'en avais rêvé. Vous avez tous entendu ça. Il y a aussi des thérapeutes qui vont agir peut-être par leurs paroles, qui vibrent d'une bonne fréquence sur les récepteurs de leurs patients, peut-être aussi par la pensée, tout simplement. Je veux que ce patient guérisse, pas tout le temps qu'il ne guérisse pas, peut-être. C'est un peu comme la télépathie dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis il y a aussi les produits sont support. Je ne critique pas les produits, il y a des quantités de produits qui sont capables d'envoyer des informations, je viens de le faire voir. Il y a aussi lourd, bien sûr, peut-être du supraquantique, des états psycho-émotionnels particuliers, l'hypnose, le phosphénisme qui permet d'avoir une dynamique mentale bien particulière, la méditation, etc., etc. Ça va très vite, mais je vous demande quand même de... Alors, ces dynamiques mentales sont capables de nous faire sécréter les molécules. C'est ce qui est un peu extraordinaire. C'est qu'à partir de moment, en fonction de nos capacités de biosynthèse, nous avons plus ces capacités, on peut avoir de mauvaises molécules, mais on est capable de déclencher des processus biochimiques à partir de dynamique mentale, on appelle ça, c'est-à-dire de dynamique de notre système nerveux. Si on avait une minute, j'aimerais bien vous faire répéter ceci, si ça marche. En écoutant ce morceau-là, a pu se mettre en état de dynamique mentale et a pu marcher alors qu'il était condamné par tous les enseignants particuliers. Bon, et je suis, vous voyez, 3 ans de retard. Donc pour conclure, c'est pareil, comme là, vous si je peux bien adhérer à ce morceau de synthétiser un peu de famille, voilà, simplement en écoutant ce morceau de Mendelssohn. Voilà, et puis on peut imaginer que toutes ces fréquences, ces molécules qui se parlent à travers nos cellules, bien sûr, il y a des quantités de gènes, il y a des quantités de possibilités biochimiques externes de polluants qui vont bloquer les processus. Et donc, il faut éventuellement tenir compte de tout ce qui peut venir perturber cet équilibre subtil des molécules qui se parlent. Je ne peux pas, si vous avez imaginé bien sûr tout ce que je voulais vous dire. À toutes les étapes de ces messages, il peut y avoir un blocage. Et en particulier, je pense que le blocage au niveau des molécules qui transmettent l'information, comme les vagues de la mer. Et là, c'est l'encrassage cellulaire, dont mon ami Jean Seignalé a beaucoup parlé dans son gros livre, l'implantation de la troisième médecine. Donc il y a bien sûr des causes de non-synthèse de l'émetteur, de non-synthèse de récepteur, c'est sûr, des polluants, des carences. Il y a aussi la possibilité d'encrassage, c'est le mot qu'il a employé dans Seignalé, c'est-à-dire que la cellule est encombrée de molécules indésirables qui ne sont pas vraiment toxiques, qui gênent ces transmissions. Donc il va falloir agir, et il va falloir essayer de trouver des solutions à ces possibilités. Et c'est pour cela que la plupart du temps, je conseille à tous les thérapeutes qui m'écoutent d'avoir une approche holistique, d'avoir une approche d'inspecteur de police, parce que M. Dupont vient de sclérose en plaques, c'est pas Mme Durand vient de sclérose en plaques. Il faut chaque fois s'intéresser au cas de monsieur ou de madame. C'est totalement différent. Il faut faire vraiment remonter à la cause de la cause si on peut.
Je vous remercie. Ça a été très rapide, mais merci.